Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous, c'est Alex de Sirotons le houblon. On se retrouve pour un nouvel épisode de Rencontre avec. Et aujourd'hui, on rencontre Sensis Brewing. Je suis aujourd'hui avec Yves, donc, qui est brasseur et pas que. Je pense que tu as une multicasquette. Ouais, je suis initiateur d'un lieu de vie, je suis maître brasseur et tout ça. Voilà, donc là, on est dans ce qui s'appelle le Shed, qui est un peu, comme tu dis, le lieu de vie qui accueille la brasserie, entre autres. Ouais, c'est notre maison. Du coup, on a, je pense, pas mal de choses à dire parce que tu as une brasserie qui est assez atypique, notamment avec le lieu de vie donc, du Shed autour. C'est une brasserie, si je dis pas de bêtises, qui est quand même assez jeune. Elle est très jeune, ouais. Elle a moins de 3 ans. Moins de 3 ans. Le projet a moins de 3 ans, Sensis Brewing a moins de 3 ans. Ouais. Ok. On est donc, je l'ai pas dit, mais on est à Reims. Ouais, la capitale du Champagne. Exactement. Pas de la bière, mais ça on va y revenir aussi. Du coup, pour commencer, je pense qu'on peut un peu parler déjà de la genèse de Sensis et notamment aussi de ton histoire, parce que tu as une carrière d'ailleurs avant ça qui était déjà assez conséquente de ce que j'ai compris. Ouais, oui, j'ai commencé très tôt. En fait, j'ai essayé de finir mes études en tant qu'ingénieur brasseur en Belgique, puis le folklore belge m'a happé. Et très rapidement, il a fallu que je trouve un job. Et j'ai appliqué dans blindé de brasseries. Et par hasard, Chouf cherchait un brasseur. Et donc c'est assez drôle parce que moi je suis devenu brasseur vraiment, déjà brasseur professionnel avant de devenir un brasseur après maison, un homebrew, puis après essayer de me diversifier sur des recettes. Mais effectivement, ouais, j'ai commencé il y a 10 ans, ça fait 10 ans aujourd'hui, cette année, donc c'est plutôt cool. Et ouais, chez Chouf pendant 3 ans, où voilà, ça t'apprend la standardisation des bières, ça t'apprend du coup, c'est très rigoureux. C'est un outil de production qui est assez différent de ce qu'on peut retrouver dans pas mal des brasseries artisanales. C'est quand même quelque chose de plus costaud. Ouais, c'est des brassins de 115 hectos. Et puis voilà, t'es en 3-8, il faut que tu te débrouilles la nuit si t'as un problème. Il faut que tu sois responsable d'un brassin qui peut être bu en Californie, au Japon ou dans le bled d'à côté. Donc il faut être hyper rigoureux. Voilà. Au moins ça t'apprend la rigueur, être stable. C'est-à-dire que ton mou, il doit être, ton jus de bière, il doit être tout le temps identique. Voilà. Ça te permet de travailler ta régularité dans les filtrations, exactement. Et c'était pas mal, c'était pas encore full automatisé, donc on avait encore quand on brassait, il fallait quand même sentir le brassin parce qu'il y avait quand même pas mal de vannes, des micro-vannes, enfin bref, des choses qu'on utilisait ou qu'on maniait un peu à notre sauce, surtout sur la filtration, sur l'ébullition, parce qu'en fait à Chouf on était dans un creux de vallée. Et c'est simple, c'est s'il faisait beau ou s'il y avait beaucoup de nuages, il fallait qu'on joue, nous, sur l'ouverture de vannes, par exemple, de la vapeur, parce que ça pouvait entraîner une ébullition plus douce ou plus forte en fonction de la météo. Et donc, il fallait savoir tous ces petits détails. Oui, c'est très pointilleux pour vraiment arriver à un résultat qui est identique. Chaque fois, ça ajoute plein de micro-facteurs. Et après, il fallait une régularité, c'est-à-dire que ton mou, il doit être à tant de densité, de densité de sucre. Et ça joue à des dixièmes de plateau, donc c'est pas voilà, il faut que ça soit précis. Et donc voilà, c'est à ce moment-là que moi j'ai commencé à m'intéresser aussi pas mal au monde de la brasserie en général. Et puis avec Chouf a une grande histoire avec le Québec. Et moi j'ai eu la chance d'aller faire mon stage au Québec chez l'Allemand, une levurie que beaucoup de brasseurs connaissent. Et donc voilà, et puis j'ai pu écrire quelques articles pour un blog qui s'appelait Bière et Plaisir. Et en fait, ça m'a poussé à faire des city trips, souvent, tous les mois, pour aller rencontrer des brasseurs en Italie, partout, en France, et à déguster, à aller dans plein d'événements. Et donc là, ça m'a un peu ouvert tout l'univers brassicole, au moins européen. Et puis voilà, j'ai commencé à brasser dans la cour de là où j'habitais, dans le village d'Achouf. Et donc là, j'ai commencé aussi un peu à m'initier, à créer mes recettes. Et puis voilà.
Ben non, en fait, tu as commencé le homebrewing en parallèle de ton activité de brasseur professionnel. Ouais, c'est ça. C'est parce que, effectivement, quand tu fais 95% de la même bière constamment, à un moment donné, quand tu goûtes d'autres choses, bah, t'as envie de te frotter à d'autres recettes. Et puis, bah, c'est comme ça que c'est venu. Et donc, voilà. Et puis après, tout s'est enchaîné. J'ai voulu voir autre chose. Je suis parti en Suisse à la BFM, la brasserie des Franches-Montagnes. Ouais, très réputé. Ouais, avec un boss qui est Jérôme Robetet, qui est extraordinaire, qui est créatif à souhait, qui est un mec hyper gentil et hyper créatif. Et ça a été le paradis sur les montagnes du Jura en Suisse. Et là, du coup, on brassait, je sais pas, peut-être 15 recettes différentes, des bières vieillies en barrique, des bières non vieillies. Et donc là, d'un seul coup, là où j'avais appris la standardisation, là, j'apprends la créativité et de manipuler plein de styles de céréales. Et voilà. Bah, pour ceux qui ne remettent pas forcément BFM, Brasserie Franche-Montagne, c'est ceux qui font la très célèbre Saint-Bon-Chien. Ouais. Voilà. Et entre autres, parmi plein d'autres recettes, comme tu dis, mais c'est vrai qu'ils sont très célèbres pour celle-ci. Et une superbe saison. Ouais. C'est peut-être là où j'ai commencé à vraiment apprécier ce style-là aussi. Et du coup, alors, quand tu as commencé dans la brasserie d'Achouf, c'était il y a une dizaine d'années, c'est ça ? Ouais, c'était en juin 2010. D'accord. Ouais, c'était une époque où les brasseries artisanales n'étaient pas encore dans le boom qu'on connaît actuellement. Absolument donc, pas. Non, en fait, moi, je suis arrivé, c'est dingue parce que moi, j'embarquais dans ma Polo à l'époque 110 litres de binge pour les copains à Reims, quoi. D'accord. C'est-à-dire que la Polo, elle était rabaissée. J'embarquais même des fûts qui avaient été testés au laboratoire et je les embarquais pour les boire avec une tireuse avec les copains à Reims, quoi. J'en faisais profiter et c'est à ce moment-là où Chouf, qui appartient à Duvel Morgat, et la Troll et tout ça ont commencé à arriver sur le marché français. Donc oui, moi j'ai vu ce boom des brasseries belges arriver sur le marché français et je trouvais ça vraiment chouette, quoi. Depuis 10 ans, c'est fou le chemin en tout cas que le marché français a parcouru où il y avait que, entre guillemets, Kronenbourg, Heineken, puis après les brasseries belges, puis après les IPA, puis maintenant tous les collègues brasseurs français qui font des choses extraordinaires, des acides, des barriquets, des ultra houblonnés, c'est vrai qu'on a c'est fou. Une palette de saveurs et de styles en France qui est assez énorme maintenant avec les quasi 2000 brasseries artisanales qu'on a. On a un savoir-faire qui touche un peu à tout. Ouais, c'est impressionnant. Et puis c'est ça. Et ça allait très vite, ouais. Ça allait hyper vite. Et puis après, la Suisse, justement, pendant que j'écrivais quelques articles pour Bière et Plaisir, j'ai rencontré les gars du Brussels Beer Project. Sébastien et Olivier et j'étais intrigué par ce projet-là et en fait c'était excitant de les entendre m'expliquer leur projet et à un moment donné ils m'ont demandé si je pouvais rejoindre l'aventure et j'ai sauté sur l'occasion pour revenir en Belgique, à Bruxelles, et là faire partie d'un ovni brassicole qui pour moi, je vais pas dire révolutionné, mais qui a cassé les codes de plein de choses, l'esthétisme des étiquettes, la manière d'inclure une communauté, de créer une communauté, d'inclure une communauté dans le choix des bières et voilà, et de créer des nouvelles saveurs qui n'avaient pas encore sur le marché belge, quoi. En tout cas qui n'étaient pas encore assez démocratisées. Et le BBP a mis un gros coup de pied dans la fourmilière et je suis très fier d'avoir travaillé sur ce projet avec eux pendant 3 ans, quoi. C'était vraiment dingue. Et donc voilà. Et puis je sais pas, ma vie personnelle a fait que j'étais de nouveau plus tourné vers Reims, et puis on a, avec mon père qui est œnologue ici, on s'est dit pourquoi pas créer un truc, et on a commencé à chercher. Moi j'avais
l'idée du BBP d'avoir remis de l'artisanat au centre-ville d'une grande ville, et ça avait été très inspirant. Et puis l'idée comme aux États-Unis ou au Canada, les brewpubs, voilà. Donc l'idée c'était ça, et on a trouvé un magnifique bâtiment dans lequel on est aujourd'hui. Et puis on s'est dit que ça pourrait être drôle de mettre une brasserie, un restaurant, un bar, une salle de concert, et voilà. En plus, là, on est dans un lieu qui est quasiment en centre-ville de Reims. On est à 15 minutes à pied du centre-ville, on est vraiment super proche. Ouais. Et donc, le lieu dont tu parlais, qui s'appelle Le Shed. Oui. Alors, si on traduit de l'anglais, ça voudrait dire le cabanon, mais c'est surtout, à mon avis, une référence à un style architectural industriel. Complètement. Parce que, ayant vu le bâtiment, je comprends mieux maintenant. C'est ça. Mais je pense qu'eux, ils ont dû l'appeler aussi, parce que je pense que c'est les Anglais, 1860, quelque chose comme ça, qui ont dû... En fait, c'est les bâtiments industriels avec les toits en dents de scie. C'est ça. Et donc, pour moi, ce qui paraît logique, c'est que si tu regardes le bâtiment, ça fait des mini cabanons, en fait, tu sais, alignés, tu vois, avec un petit toit, et voilà, une petite maison. Et donc voilà. Et puis le shed, c'était cool. C'est facile à prononcer. C'est vrai. Et même si beaucoup de gens prononcent ça le shid, mais je trouve ça drôle aussi. Et donc le shed. Et donc ouais, c'est le lieu de vie. Ouais, c'est ça. C'est le lieu de vie de Sensis Brewing. C'est un lieu de vie qui en plus a déjà une belle histoire. Un bâtiment qui a... Ouais, 1870, ce bâtiment-là, il a connu 2 guerres. C'est assez fou. C'est une haute place du patrimoine industriel rémois. Il y a eu des tisserands. Ouais. Et notamment Padavoine. Padavoine, c'est celui qui a créé des foyers de jeunes ouvriers. C'était un patron assez paternaliste. Et en fait, il y avait, à 200 mètres là du bâtiment, il y avait une cité ouvrière. Donc voilà. Puis après, il y a eu Schlumberger. Schlumberger, c'est plus pour nos parents, voire nos grands-parents, mais c'est les ancêtres du compteur Linky. Voilà. Mais sinon, ici, donc, dans ce bâtiment, il y avait les compteurs électriques, et juste derrière, dans un autre bâtiment, il y avait les compteurs d'eau, qui maintenant est un supermarché. Mais voilà. Et donc voilà, 90, il y a un frein rail. C'est pareil, c'est une industrie qui fait de l'hydraulique sur les trains, les trams au niveau des freins ou des portes. D'accord. Et donc voilà. Et eux, ils ont déménagé en 2015 ou 2016. Et puis nous, on a visité par la suite, et on est tombé amoureux de ce bâtiment, qui en fait est situé sur ma ligne de bus quand j'allais au lycée. Donc j'ai dû passer devant ce bâtiment des centaines de fois. Mon ancien collège est à 500 mètres à vol d'oiseau. Donc c'est un peu chez moi. Et du coup, il y avait quelque chose qui était déjà de retourner, après 15 ans, de retourner à Reims. Et en plus, c'est pas le quartier où j'habitais, mais c'est le quartier de mes études, quoi, en tout cas, et du lycée et du collège. Donc c'était cool, quoi. Il y avait quelque chose de nostalgique. Ouais. Du coup, la brasserie, tu l'as installée ici en 2018. Ça a pris du temps, mais ouais, on a eu les clés. On a eu les clés en 2018. Il y a eu 9 mois de rénovation. Voilà, refaire toute l'électricité. Le lieu est quand même très grand. Ouais, le lieu fait la partie qu'on a, il fait 1500 mètres carrés. Donc on a dû isoler une partie pour le restaurant, refaire toutes les conduites de gaz, toutes les conduites d'électricité, toutes les conduites d'eau, toutes les évacuations de la zone de prod. Donc refaire tout le sol de la zone de prod. On a transformé un lieu industriel en un ERP, donc en un établissement recevant du public. Donc c'est gros, système de sécurité, truc incendie, tout ça. Donc il a fallu tout faire. Et donc ça, c'était pendant 9 mois. Et puis on a installé la brasserie, ouais, c'est ça, printemps-été 2019. Et on a commencé à brasser dans ce bâtiment en août 2019. D'accord.
Donc là, le lieu, en plus de la brasserie, comme tu disais, il y a un restaurant, côté taproom aussi, donc forcément service de toutes les bières brassées sur place. Ouais, avec 20 becs, 20 becs, il y a de quoi faire. C'est pas mal. C'est sympa, ouais. C'est aussi un lieu on va dire, de culture, avec des expos, des concerts. Ouais, exactement. Moi, le job, là, c'est de brasser. Et donc, on a un partenariat avec une structure culturelle qui s'appelle Jazzos, ici à Reims, qui s'occupe pas mal du jazz. Et donc on s'était rencontrés sur un projet, mais on en reparlera peut-être plus tard, qui s'appelait les Bières Social Club, donc des événements un peu atypiques dans des lieux éphémères à Reims, avec de la bière artisanale, des sélecteurs, et pendant 4 heures dans un lieu, on boit, on danse, c'était cool. Et donc on s'est bien entendu, et puis on s'est dit que ouais, pourquoi pas imaginer quelque chose ensemble, et donc un partenariat. Et donc c'est Jazzos qui gère via sa structure culturelle le lieu culturel, donc la facette culturelle du lieu de vie. Donc on a des concerts de jazz et plein de choses comme ça. C'est top. Ouais, c'est cool, on s'ennuie pas. Ouais, donc clairement, en arrivant, j'ai même découvert, je savais pas, mais qu'il y avait un disquaire à l'intérieur. En fait, top, c'est tellement grand que on a mis à disposition des cellules. Donc on a un architecte, on a un vidéaste, photographe, on a un disquaire justement aussi. Donc, et tout ce petit monde-là se met en commun sur différentes facettes pour des expos, ou pour des concerts, ou pour l'animation musicale, ou tout ça. Et donc voilà, c'est un espèce de mélange, et puis surtout une espèce d'association de savoir-faire. Donc voilà, c'est cool. Donc le tout autour d'une bonne bière. Ouais. Puisque forcément la brasserie reste quand même au cœur du projet, en tout cas pour ta part à toi. Bah oui, puis ça prend la moitié du bâtiment, donc oui, c'est vrai. Donc ouais, ça prend quasiment 900 mètres carrés sur les 1500 mètres carrés, donc ouais, c'est beaucoup. Alors du coup, la question que moi je me posais, c'est qu'on est quand même en plein cœur de Reims, à quelques centaines de mètres à peine à vol d'oiseau. Tu as des grandes maisons comme Veuve Clicquot, Roederer, Ruinart, Étinger, Pommery. Donc Sensi, c'est une brasserie au milieu des grandes maisons de champagne. Est-ce que c'est pas trop dur d'y trouver sa place? Non, je pense pas. Pareil qu'il y a un cliché sur les Rémois qui consomment beaucoup de champagne, c'est vrai. C'est vrai. Nous, le champagne n'est pas vraiment... Enfin, c'est festif, hein, mais c'est vraiment pour toute occasion. Hein, voilà. Donc, je confirme. Et donc, non, après... Non, je pense qu'il y a aussi... on rentrait aussi dans le côté... dans cette tendance du retour de l'artisanat, voilà, et donc une microbrasserie avait sa place au cœur de Reims, et donc voilà, donc non, c'est chouette, mais c'est surtout que nous on peut du coup travailler avec des barriques, avec des mous de raisin, et donc on peut faire beaucoup de parallèles, ou avec des levures vinicoles, et donc on fait beaucoup de ponts entre la bière et le vin, donc, et le champagne, donc c'est très bien. Du coup, à Reims, il y a peut-être une sorte de microclimat, comme tu le disais, où les gens consomment du champagne, peut-être pas forcément de la même manière que le reste des Français. Le reste du monde. Ou le reste du monde, ouais. Mais après, le patrimoine français, de manière générale, il reste très attaché au vin et au champagne comme une boisson un peu plus festive, mais pas que, plus premium, on va dire, dans l'esprit. Est-ce que la mouvance craft, pour toi, elle peut redonner un peu ses lettres de noblesse à la bière? Oui. Oui. Nous, le mouvement craft, il va surtout, je pense, amener de la curiosité gustative. Je sais pas si c'est les lettres de noblesse, mais l'idée c'est que les gens, que la communauté déguste autre chose que des choses standards. Il est plus là en fait. Je t'avoue que je sais pas ce que c'est que l'aide de noblesse, mais si c'est faire déguster autre chose que de la bière ou un goût standardisé industriel, alors je suis d'accord avec ça.
Le but, et c'était ça l'idée, c'est de remettre une microbrasserie au cœur de Reims dans un lieu industriel, donc populaire. Faut pas aussi oublier que c'est une boisson populaire, mais aujourd'hui il y a beaucoup de créativité et donc c'est ça. Je pense que les gens aujourd'hui on en marre des goûts formatés et c'est pour ça aussi que ça fonctionne, que le shed fonctionne, parce que voilà, ils arrivent, ils aiment avoir des bières éphémères, des nouveautés, des brasseries invitées, découvrir plein d'autres choses. Ils ont peut-être leur préféré et puis voilà, ils savent qu'en venant ici, ils vont avoir une quinzaine de becs au moins ouverts permanents et que ce sera pas des bières industrielles qu'ils peuvent boire partout, quoi. C'est tout. Je pense que c'est ça qui fait que c'est un tout, que ça fonctionne, que c'est actif, et voilà, quoi. Et là, je sais pas, après le confinement, j'ai dû sortir, je sais pas, 5 nouvelles bières. Et là, on est au mois d'octobre, et on m'a demandé, il y a quelques jours, quand est-ce que je sors une nouvelle bière. Je fais, bah attends, mec, je viens d'en sortir 5. Ouais, je veux bien, mais ouais, on va essayer d'avoir quand même une régularité sur ce qu'on sort, ça serait bien. Après, c'est vrai que maintenant, quand tu as un public aussi un peu plus beer geek en France qui est habitué à des brasseries comme la Débauche, Piggy ou ce genre de brasseries qui ont des releases d'éphémères constantes et qui vont te sortir 4, 5, 8, 10 brassins éphémères chaque mois. Donc forcément, ouais, ça va peut-être aussi à développer une autre manière de consommer chez une certaine clientèle, en tout cas. Ouais, moi j'y avais pensé de brasser comme ça que des éphémères. Et puis j'ai eu peur de perdre les gens. Et une chose qui était importante pour moi, c'était surtout de les initier à la dégustation. Je vais pas dire de les éduquer, mais du coup d'avoir quelque chose de très pédagogique, en fait. C'est-à-dire que quand ils viennent chez Sensi's, ou quand ils viennent au Shed, ils ont toutes les explications. On leur explique ce que c'est que ce style, on leur explique qu'il y a plus de blanche, blonde, ambrée et qu'il existe plus de 160 styles dans le monde, avec des textures, avec des goûts, des arômes différents qui viennent de différentes variétés de houblon ou de céréales ou de levure ou plein de choses. Et donc il y avait ce côté très pédagogique, et donc c'était compliqué pour moi dans l'idée de garder ce côté de transmission du savoir et de passion, de juste faire de l'éphémère et de perdre les gens. Après, l'éphémère, c'est cool pour les gens qui sont déjà initiés à la dégustation, bien sûr, qui connaissent les styles par cœur et qui disent, ah ouais, bah super, là j'ai une bière acide, salée, super, bah j'en ai bu une au concombre, à la pêche, tout ça. Et donc ils ont des moyens de se référer, et ils ont des bases. Ici, ça reste un lieu où tout Rémois peut venir pour manger un burger ou pour écouter du jazz, mais aussi ils peuvent venir pour autre chose que la bière, et donc ils vont tomber sur un lieu genre, ah oui, en fait vous brassez de la bière ici, et donc faut pas les perdre. Oui, bien sûr. Bah d'ailleurs, dans la gamme Sensi's, tu as 3 gammes différentes. Tu as les classiques, permanentes, les classiques, ouais. Tu as des éphémères. Ouais. C'est la gamme que tu appelles gastronomique, c'est ça? Ouais, c'est des saisons. Alors oui et non. Alors je vais t'expliquer. Non, les classiques, c'est simple, c'est des styles en soi. Donc c'est eau, malt, houblon, levure. Et donc c'est une West Coast Pale Ale, c'est une Berliner Weisse, c'est une Hot Mill Stout, c'est une DIPA, c'est une blanche hybride, on va dire, donc une Hefeweizen et une Wheat Beer en même temps. C'est une saison. Ce sont des styles classiques. Après, tu as les gastronomiques qui sont des bières, elles sont éphémères, mais elles sont saisonnières plutôt. Et là, c'est vraiment une gamme qui est vraiment pimpée sur un goût en particulier. Donc on a une pale ale au yuzu, on a une saison à la quetch, on a une pils avec du cassis, on a une gauze au concombre. Donc on a vraiment un style qui est rattaché à un style dans la gamme classique, mais pimpé ou twisté avec un ingrédient très aromatique. Et puis après il y a les triptyques.
Les triptyques, là, pour le coup, c'est des ultra éphémères qui changent tous les 2 mois. Et donc là, c'est un brassin de 15 hectos qui est divisé en 3 petites cuves de 5 hectos, donc de 500 litres. Et il y a une variation autour d'un ingrédient, donc autour du miel, ou autour de mou de raisin, ou autour de plantes, ou autour d'épices, ou autour d'agrumes, en fonction des styles et des saisons dans lesquelles on va les sortir. Quand on les sortir. Comme on pourrait avoir des IPA en single hop, où on pourrait comparer 3 houblons différents sur 3 recettes. Là, en fait, tu pars sur 3 ingrédients. C'est ça. Donc en septembre, on a septembre-octobre, c'est la Happy Miel. C'est une bière, c'est une blonde de base avec de l'avoine. Et on a mis 3 miels différents en fermentation et qu'on a remis en refermentation. Donc miel de printemps, miel d'été, miel de forêt. En novembre, c'est la cépage avec des mous de raisin qu'on a eu lors de la vendange. Et donc l'idée, c'est l'année dernière, c'était Muscat, Gewürztraminer et Pinot Noir sur une base de bière de blé et d'épeautre. Et donc cette année, c'est exactement la même base de bière, donc blé et épeautre, avec du chardonnay, du rosé, donc du blanc, du rosé et du pinot noir, un rouge. Donc voilà. Et comme ça, c'est ça, on va essayer de changer au fur et à mesure, mais essayer de garder, c'est quand même de garder de revenir assez cyclique, quoi. Parce qu'il y en a qui me leur demandent, donc c'est cool. Ouais. Et oui, parce que pendant ce temps-là, Yves est en train de brasser. Donc là, il m'abandonne quelques minutes pour lancer son Whirlpool. Et j'en profiter pour faire l'instant promotion. N'hésitez pas à nous suivre sur les différentes plateformes Apple Podcasts, Spotify et surtout à nous noter. Et pour cela, petit message de prévention des amis troyenches. Bienvenue sur Siroton le Houblon, un podcast qui est vachement bien. Vous voulez aider ce podcast ? Lâchez un commentaire, mettez 5 étoiles et poussez-le vers la gloire. Merci, un gros bisou des Troyenches. Et nous revoilà donc repartis, Yves de retour. On finissait de parler des différentes gammes. Donc tu nous avais parlé des classiques, des saisonnières et donc des triptyques. Ouais. Est-ce que derrière, du coup, il y a quand même d'autres projets, on va dire, j'imagine que la gamme permanente va quand même peut-être bouger, il y a peut-être des nouvelles bières qui vont s'y ajouter. Ouais, c'est ça. On avait commencé par 6 permanentes. On a rajouté du coup l'hybride Hefeweizen Wheat Beer. On a rajouté la DIPA. On verra au fil des moments. Est-ce que ces bières-là vont être twistées ou vont peut-être recréer des ultra éphémères sur les bases de ces permanentes, ou changer les houblons ou changer des trucs. Ça, c'est possible aussi, parce que là, par exemple, la double IPA, c'est avec du Sabro et du Sorachi. C'est vrai que c'est très marqué. D'ailleurs, elle s'appelle Coco Katana. Alors oui, c'est vrai que ça va être difficile de changer de houblon là-dessus, mais c'est vrai. Je n'avais pas pensé à celle-là, non, mais par exemple, là, dans la gamme classique, j'ai une bière aux fruits, même si c'est pas un style en soi, mais ça pourrait changer, par exemple. Après, on verra bien. Il reste des collabs aussi, qui peuvent justement être une gamme, des bières qu'on peut refaire, voilà. Et puis il y a les barriquets aussi là qui vont. Voilà, là, j'ai une Imperial Pilsner, une saison et une espèce de barley wine avec une fermentation lactique, donc un sour barley wine qui sont en maturation. Donc on a vu dans la brasserie, il y a un chai avec pas mal de barriques. C'est ça, il y a une surface au sol, ça fait 80 mètres carrés, donc on peut mettre plus ou moins une centaine de barriques. Donc là, il y en a une trentaine. Et puis voilà, on va essayer de doubler, tripler, et puis essayer d'assembler. Ça, c'est un peu la baseline de Sensis Brewing, c'est brasseur-assembleur. Et ça, c'est vraiment tout le côté un peu sensoriel, œnologique, que mon père dans lequel il m'a formé. Donc voilà, l'idée, c'est aussi plus tard de s'amuser à ça, quoi. Plus de barriques et plein de choses. Dans les bières que tu as déjà sorties, tu as déjà fait de la barrique ou c'est encore en maturation ? J'en ai sorti une, c'était l'année dernière, qui s'appelait la Golden Sweet and Sour, que j'ai sortie juste en festival. J'ai dû la sortir à Amiens pour le Amiens met la pression et au bal de l'année dernière. C'était le fameux Sour Barley Wine.
et c'était quelque chose à 13,5. Et en fait, ce qui était cool, c'est qu'on l'a sorti plat. On l'a sorti comme une bière tranquille, quoi. Comme on peut avoir un vin tranquille, un vin sans bulle. Bah là, on l'a sorti pareil, comme un vin d'orge, un barley wine acide mais plat. Et donc c'était assez cool. Moi, j'ai trouvé ça chouette de prendre à contre-pied tout le monde et de sortir une bière à 13,5 acide, un peu sur les vins oxydatifs comme ça. Et c'était vraiment chouette. Je me suis bien marré. Donc celle-là, elle est de nouveau en maturation, en élevage sous-bois. Et donc elle ressortira d'office. Du coup, tu utilises de la barrique, on va dire, neuve, juste pour de l'élevage sous-bois, ou alors non, t'as pas du tout. Non, c'est des... Ça coûte trop cher. Déjà d'une. Non, après... Donc mon père Dominique qui a des oreilles et des yeux partout sur ce qui peut être vidé en Champagne et dans toute autre région viticole française. Donc du coup... je peux avoir des barriques d'occasion qui sont très marquées sur des cépages des cépages et des terroirs et des régions viticoles. Donc du coup, pour le moment, je suis plus là-dessus. D'accord. Et puis après, plus tard, ça sera plutôt aussi sur du sauvage, quoi. Donc de la brette, des pédios, des lactos. Donc voilà. Pour le moment, pas d'élevage sous bois avec des barriques neuves. Parce que c'est quand même... le bois, faut savoir le gérer quand même. Pour le moment, c'est pas... Ça sera forcément le cas à un moment donné, mais pour le moment, c'est occasion et voilà. Donc du coup, là, c'est de la barrique qui a vu déjà passer du vin. Est-ce que tu as travaillé sur d'autres types de barriques? Ouais, après, là, il y a aussi une distillerie ici en Champagne, pas loin dans la montagne de Reims. Donc oui, pourquoi pas. Après, c'est l'opportunité des barriques, quoi. Parce que voilà. Si je peux mettre la main, là j'ai potentiellement du ratafia. Donc le ratafia, c'est un alcool, c'est un digestif champenois aussi. Donc c'est cool aussi. Mais oui, dès qu'on peut, je pense que comme tout brasseur, hein, je pense que dès qu'il a la possibilité dès qu'il a la possibilité d'avoir des barriques, il y va et puis voilà, quoi. Donc on verra. S'il y a des opportunités, moi je foncerai, quoi. Donc là, tout ce qui est barriqué, ça va être tu sortiras ça sous quelle gamme? Ça serait plutôt dans la... Ce serait une nouvelle gamme. Une nouvelle gamme. Ouais. Okay. J'ai pas encore de nom, j'ai pas encore d'idée d'étiquette, je sais pas encore. Mais ce sera une nouvelle gamme. Ça viendra. Oui, d'office. Les premières vont sortir à mon avis début de l'année prochaine, donc vraiment au printemps. L'idée aussi, c'est de faire des assemblages, donc des barriqués avec des volumes de non barriqués, donc vraiment faire de l'assemblage pur, quoi. Pour que les arômes soient précis, détaillés, et donc voilà. Et là, pour le moment, les barriques n'ont pas encore donné toute leur puissance, donc on va attendre encore un peu, et dès que je peux rebrasser pour pouvoir les assembler, alors go. Mais donc ça va sortir sûrement soit en janvier-février, soit mars-avril, un truc dans le genre. Donc on a le temps de voir venir encore un peu. Je reviens tu parlais des collabs tout à l'heure, parce que là, il y a une collab qui est sortie il n'y a pas très longtemps avec Sport. Ouais. Une saison sombre, enfin une black saison légèrement tourbée, avec de la bergamote. La haïku, on s'est super bien marré avec Fred, Simon et Flora, qu'on se connaissait depuis. On se connaît notamment avec Fred, l'ancien de la Goutte d'Or. Il a fait son stage justement chez BFM. Chez BFM, du coup, on se connaît depuis quasiment 6 ou 7 ans. Et puis, c'était cool. Il y avait une opportunité de faire une collab et on s'est dit, vas-y, feu. Et ça a été hyper vite pour la faire, pour imaginer cette recette. Et elle est franchement réussie. C'est pareil, là, on est vraiment détaillé, très précis. Le côté saison, black, mais pas chocolat, café, vraiment, c'est sombre. Et puis le côté tourbé avec le côté bergamote très lumineux, c'est fantastique. Donc c'est cool, je suis très content. Ouais, je l'ai goûté tout à l'heure et je confirme, c'est vraiment très très réussi, très sympa, et c'est un style qui est pas commun. La saison, on en trouve très peu. Non. Et là, le petit côté, comme tu dis, on n'est pas sur le malt torréfié très café, chocolat comme on a l'habitude. Non, le côté tourbé ressort bien. On l'a mis en toute fin d'empâtage, ou je crois soit on l'a mis en toute fin d'empâtage, ou soit on l'a mis vraiment sur le dessus lors de la filtration pour vraiment que ça donne surtout de la couleur.
Alors effectivement, il y a eu un peu d'arômes torréfiés qui ont infusé, mais c'était pas le but en fait. Donc, le but c'était pas que ça soit trop marqué. Et donc voilà. Le tourbé aussi pareil est ultra léger et s'accorde vraiment bien avec la bergamote, donc c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Et puis une nouvelle collab aussi qui sortira avec la petite Mèze à la fin du mois. C'est très drôle que tu dises ça avec la petite Mèze, parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire dans ma tête que tu as une approche qui me fait quand même beaucoup penser à ce qu'eux font aussi dans le type des recettes, les assemblages entre des barriquets et des bières non barriquées. Enfin, c'est quelque chose qu'ils font beaucoup aussi. Ouais. Moi, je les avais rencontrés il y a 2 ans de ça. Et l'approche que tu as me fait un peu penser à ce qu'ils font aussi. Ouais, pareil, Christophe et Quentin, on s'est retrouvés sur pas mal de festoches. Je crois que j'avais déjà rencontré Christophe quand j'étais au BBP sur genre la Paris Beer Week, un truc dans le genre. Et puis voilà, c'est une brasserie qui a grandi, qui a fait plein de choses. Et donc pareil, une opportunité pour relancer ce côté un peu, cette morosité avec la Covid. Du coup, on s'est dit vas-y, feu, un aller-retour à Tours. Et là, on a sorti un truc un peu plus épais, vous verrez bien. Ouais. Voilà, pour le moment, c'est secret, mais ça sortira à la fin du mois. Et ça va être costaud. Donc, pareil, j'ai hâte. Parce que là, c'est Quentin, le brasseur de la petite Mèze, qui cajole la collab. Donc, donc, je lui fais entièrement confiance là-dessus. Du coup, je sais pas si toi, tu as vraiment envie de parler de ce qui est à venir derrière. Est-ce que c'est les choses dont tu veux parler? Est-ce que tu vas... pas de... Moi, non, est-ce que t'as des secrets? Oh, j'ai pas de secret, moi. Franchement, je trouve ça... Bon, alors du coup, c'est quoi l'avenir? L'avenir. On a déjà parlé de la barrique. Mais... Ouais, il va y avoir de la canette. Il va y avoir de la canette. On va augmenter notre... Après, là, nous, on est dans une période assez intense parce que le volume est en train de... On est en forte croissance. Je suis tout seul en prod, sauf pour l'embouteillage où des fois j'ai de l'aide extérieure. Mais donc là, il faut structurer la brasserie. Enfin, en tout cas, il faut la structurer. Il faut j'embauche un gars en prod avec moi. Parce que pour moi, c'est plus possible. On va investir dans une encanneuse, dans un vrai système d'embouteillage isobarique pour vraiment s'améliorer au niveau des conditionnements. On va aussi mettre en place un vrai laboratoire. Là, c'est plutôt mon père justement qui, vu qu'il a un laboratoire d'œnologie où on fait les analyses et tout ça, donc voilà. Mais l'idée c'est aussi plus tard d'avoir notre propre labo et de vraiment travailler là-dessus. Il y aura quoi c'est ça. L'idée aussi de faire un cool chip aussi à la Cantillon, un bac refroidissoir pour faire des bières sauvages, traditionnelles. Quoi d'autre? Voilà, il y a beaucoup de projets. Il va falloir canaliser les projets, il va falloir les structurer, il va falloir surtout arriver à gérer l'augmentation de volume tout en gardant la qualité. Et puis se développer quoi. L'idée aussi de faire une gamme de soft, peut-être du gluten free. Là il y a plein de projets qui arrivent. Il faut juste qu'on arrive à les intégrer dans le planning de prod et pas que ça soit trop et qu'on perde les gens. Parce que l'idée, si c'est d'avoir structuré la gamme des produits et que du jour au lendemain, on double toutes les gammes, c'est compliqué. Donc il va falloir... Voilà. Mais c'est déjà pas mal, hein, augmenter le chai, donc augmenter le nombre de barriques, essayer d'avoir un vrai suivi du vieillissement barrique par barrique. La qualité, je l'ai dit, des nouveaux fermenteurs pour augmenter la capacité de brassage. Parce que là, du coup, tu as un outil de brassage, tu fais du brasse sur du 15 hectos. 3 vaisseaux, ouais. J'ai une capacité fermentaire de 1500-1800 hectos. Et là, en instantané, là, si on lisse au niveau annuel, là, je flirte les 1000-1200 hectos. Donc, il faut... Ouais, là, en fait, là, vraiment, l'impératif au niveau de la brasserie,
c'est d'augmenter la capacité de production tout en contrôlant la qualité. Et voilà. Ouais. C'est pas mal. Pas produire plus en produisant moins bien, il faut garder la qualité et aussi augmenter la quantité derrière. Voilà. Et puis après, une fois qu'on aura atteint un certain volume, qui à mon avis sera identifié par la place du bâtiment et la place qui reste, après voilà. On s'occupera des barriques. Là, on développera vraiment les barriques, les foudres, tout ça. Et donc, faire des choses qui ont un peu plus de... qui prennent un peu plus de temps à faire. Des piles aussi. Donc voilà. Ça, il y a plein d'idées, plein de trucs. Voyager aussi. J'ai eu la chance de voyager énormément avec BFM et puis le BBP. Et donc, les BP en plus sont implantés un peu partout. Donc, ouais, et j'ai eu vraiment la chance de faire des collabs partout, en Norvège, au Japon, un peu partout, en Angleterre. Et donc, ouais, l'idée c'est de refaire ces collabs avec ce genre de brasseries qui ont été hyper stimulants avant que je reparte de zéro pour mon propre projet, quoi. Donc voilà. Je voulais revenir juste sur le nom de la brasserie, Senses. Senses Brewing, c'est drôle. Pourquoi ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient que, en fait, mon mini projet de bière maison, de homebrew, ça s'appelait Brasseur d'essence. Et alors c'est très voilà, c'est très affirmé d'avoir voulu angliciser le mot. Donc Senses Brewing, parce que moi ça fait 10 ans que je voyage et que voilà, j'ai un réseau international, donc voilà. Donc ça me dérangeait pas, sachant qu'il y a les E-Clock aussi, c'est de l'anglais, il y a pas mal de noms en anglais avec justement une nomenclature comme Brewing ou Brewing Company ou ce genre de choses. Donc ça, c'était volontaire d'angliciser. Et c'est surtout aussi... pourquoi Brasseur d'essence, à la base? C'est parce que moi, j'ai travaillé aussi sur les accords bière et musique, donc sur la synesthésie, donc les accords et les liens qu'il y a entre les sens. Donc quand on écoute de la musique, on déguste différemment. Et donc voilà. Ça, c'était important. C'est sûrement aussi un des projets que je vais développer, puisque j'ai eu la chance de faire une bière avec Vitalik, de faire une bière avec les Editors, voilà. Et donc l'idée vraiment de travailler des playlists ou des ambiances musicales qui fonctionnent avec les bières. Et l'idée, c'est que de travailler après sur un concept de dégustation avec des ambiances sonores et la bière que tu as choisie, quoi. Donc tu vas par exemple scanner un QR code sur l'étiquette de la bière, et puis tu vas choisir la playlist qui correspond à ton style de musique que tu as envie d'écouter quand même, mais les playlists sont accordées avec la bière. Et donc voilà, j'ai eu la chance notamment avec le BBP de participer, de collaborer à une étude universitaire avec Oxford qui a prouvé que voilà, la manière dont j'accordais les bières, qui était à la base quelque chose de très intuitif, fonctionnait. Donc ils avaient utilisé une bière du BBP qui s'appelait la Salvation, qui était la collab avec les Editors. Et donc on a prouvé que ça fonctionnait. Et pour moi, il était hyper important de garder ce côté sensoriel. Pareil avec des étiquettes avec des artistes, travailler sur la réalité augmentée, plein de choses. Donc l'idée, c'est au niveau des sens, au niveau de la vue, il n'y a pas que le goût et l'odorat, mais travailler aussi sur la vue et l'ouïe. Et donc ça, c'était hyper important. Donc voilà, Senses Brewing. Puis c'est vraiment imprononçable pour les Rémois. Donc du coup, c'est pas très grave. Ils viennent au shed boire des bières du shed qui sont brassées par Senses Brewing, mais au moins, ils arrivent à prononcer le shed. C'est ce qu'il faut. Donc voilà. D'où le nom et tout ça. Donc c'est ça. Cool.
Du coup, après, moi, je voulais juste revenir un peu sur la prod. Tu nous as dit que tu allais normalement dans les projets futurs avoir une encaneuse. Ouais. Donc du coup, il y aura de la canette. Ouais. C'est une volonté pour un certain type de bière ou c'est... Ouais, ce sera surtout global pour la gamme classique. Okay. Donc la West Coast Pale Ale, la DIPA, des choses... Après, c'est plus du marketing, hein, mais voilà, c'est ça. Dans l'idée, c'est d'avoir de la canette 44 centilitres et de travailler sur la tendance de la canette avec des bières sans fioriture, quoi, du houblon, de l'eau, du malt, des levures, et puis voilà, quoi, des bières qui sont pintables, qui sont très buvables en canette, et puis n'importe quand, n'importe où, quoi. Après, la gamme gastronomique, vu que c'est des bières qui sont très typées sur un arôme en particulier, celles-là, elles sont plus dédiées sur pour les restos ou sur ce genre de choses, donc il n'y a peut-être pas d'intérêt à les mettre en canette. Les barriques non plus pour le moment, mais effectivement, l'idée c'est d'aller chercher la canette sur toute la gamme classique surtout. Voilà. Okay. On a parlé de la canette. Tu produis aussi, de ce que j'ai compris, beaucoup de fûts. Ouais. C'est une grosse partie de ta production. Ouais, c'est quasiment 2/3 de ma prod. Parce que déjà le shed consomme pas mal de fûts. Et puis j'ai des distributeurs qui me mettent pas mal en avant dans des bars, notamment sur Lille, Arras, Lyon, genre de choses. Donc je suis content. C'est cool. C'est vrai que c'est pas un ratio qui est particulièrement habituel chez les brasseries artisanales. C'est vrai que le gros volume, la majorité en fût, c'est pas quelque chose que j'ai souvent rencontré personnellement. Non, après je sais pas, moi. Après je pense que c'est un tout. Il y a une question de buvabilité, tu sais, le fait de pouvoir reprendre de la bière après en avoir bu. Après, mais je trouve que les bières, elles sont, voilà, c'est pas du omnipoyo, c'est pas du tout eul, tu vois. L'idée, c'est de faire des bières qui sont buvables et donc ça a sa clientèle. Et puis voilà, je pense que c'est cool. Il y a des bières qui sont faites pour la bouteille, comme la série gastronomique, parce que voilà, c'est plus à table, mais effectivement la gamme régulière, elle se vend plutôt bien en fût, mais parce que ouais, c'est cool. Je pense que ça va avec ce que je voulais faire, et puis voilà, quoi. Des bières qui sont faciles, qui sont facilement compréhensibles, qui sont, voilà, comme je dis, l'idée c'est pas mal pas d'éduquer, mais le côté très pédagogique, voilà, où tu bois une saison, ça goûte la saison, point, tu vois. C'est une DIPA, c'est une DIPA, et voilà, donc non, je trouve ça cool. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai retrouvé. Tu parlais de la saison sur alors déjà, toi, tu as 2 saisons là actuellement en Tayam, donc il y en a une en gastronomie, saison la prune, à Quetch. Et la saison du Bosquet qui est une dans la gamme régulière. Permanente, voilà. Et en plus de ça, donc maintenant il y a la collab avec la Haiku, oui, avec Sport, ouais. C'est un style que tu affectionnes particulièrement. Ouais, c'est un style, oui. Ouais, j'aime ce style-là qui est c'est une bière qui est très sèche, donc très peu de sucre résiduel. Côté un peu poivré comme ça, les épices, le côté levure est vraiment chouette, et puis ouais, non, mais j'aime bien. C'est un style qui est facile, pour moi c'est une boisson qui est justement, on parlait de la buvabilité, voilà, c'est sec, l'effervescence c'est généralement dynamique parce que la levure elle est assez puissante, très peu de sucre résiduel. Ouais, c'est ça, c'est cool. Tu peux jouer légèrement sur les houblons, et puis voilà, quoi, ça fait le taf. C'est simple, efficace. Et c'est pas forcément quelque chose qui est ultra tendance, parce que les houblons, c'est plutôt des houblons un peu herbacés, épicés, floraux, genre de choses. Ouais, c'est vrai que ça prend un contre-pied. Le côté, oui, juicy, fruité, tout ça. Mais j'aime ça, c'est cool. Je trouve ça chouette. Une bière à 5,5, très légèrement amère, sèche, autoroute, quoi. C'est vrai que moi, j'aime encore boire un peu de tout, mais c'est vrai que j'ai redécouvert les saisons il y a pas si longtemps que ça, et c'est un style que j'apprends à réapprécier de plus en plus.
Et ouais, la saison du Bosquet, je l'ai trouvé vraiment sympa. Merci. J'ai beaucoup aimé. Merci. Très bien faite. Et comme tu dis, ça correspond parfaitement à ce que tu disais, le but de faire une saison qui goûte la saison. Là, il n'y a pas de tromperie, on est sur une saison et qui est très bien faite. Donc, merci. Après, merci. Une saison, historiquement, c'était pour les travailleurs pendant les fortes chaleurs, c'est-à-dire pas de sucre, rien, désaltérant. C'est ce qu'on demande à une saison. Puis voilà quoi. C'est un peu terre à terre ce que je dis. Mais bon, voilà, on va pas épiloguer 10 000 ans sur les saisons, mais c'est vrai que je trouve ça cool. Et puis c'est aussi c'est un style qui peut être pimpé, quoi, qui peut être barriqué, où on peut s'amuser avec d'autres ingrédients comme ou soit des épices ou soit des fruits. Voilà quoi. Oui, parce que du coup la saison au Quetch que tu as fait aussi, pareil, là on va retrouver un équilibre, on va dire, entre le côté très sec de la saison et l'ajout de fruits qui va donner un petit côté aromatique et rapporter quand même un peu de sucre. Ça reste assez léger, mais parce que après moi je mets tous les fruits sont mis en fermentation. Oui. Donc en fait la levure elle va manger une grande majorité du sucre. Ouais, c'est ça. Après la Quetch, ce qui est bien avec la Quetch, c'est que c'est un fruit qui va donner aussi une légère amertume. Voilà, donc j'aimais bien ce côté très saison, très céréales, qui va donner le côté très tarte, tu sais, pâte feuilletée. Ouais. Et puis et voilà, on a macéré pendant 2 mois 200 kilos en 2 fois 200 kilos de Quetch, quoi. Donc pendant un mois 100 kilos et pendant un autre mois 100 kilos. Donc voilà, pareil. Ça sera pas, elle va pas aller chercher les 5 étoiles sur Untap, mais ça fait le taf, quoi, donc c'est cool. C'est sûr que si tu veux chercher les 5 étoiles sur Untap, c'est pas le style de prédilection. Faut éviter les saisons, faut éviter les pills. Ah bah ouais, c'est ça, ouais. Bah et pourtant, là, voilà, là j'ai fait une Imperial Pilsner qui va être vieillie en barrique. Voilà, hein, c'est cool. Hein. Ah bah tant que ça plaît. Moi je pars du principe que si t'arrives à gérer ce genre de style, c'est qu'après tu peux t'amuser, quoi. C'est facile de rajouter des fruits, des arômes, plein de choses, du lactose. Et je le fais, donc ça me dérange pas en soi. Mais je trouve que quand tu vas vers des styles classiques, où il faut que tu arrives à maîtriser pareil, les piles sous la saison, il faut que tu arrives à maîtriser la fermentation, il faut que tu arrives à plus le profil aromatique des céréales, il faut pas se planter. Oui, tu pourras de toute manière pas c'est fragile et tu peux pas te cacher derrière autre chose, quoi. Donc c'est vrai que souvent quand j'échange avec les brasseurs, c'est ce qu'ils disent, c'est que souvent c'est la Pils qui pourtant dans l'esprit des gens c'est un peu c'est la bière, quoi, parce que c'est ce qui est le plus répandu en bière industrielle et ainsi de suite, reste un des styles, du moins de manière artisanale, les plus difficiles à produire et et puis de bonne manière, on va dire. Déjà oui. Alors oui, je pense que et puis c'est pas notre vu que nous on est vraiment sous le joug de la tradition belge, c'est pas du tout notre dans nos connaissances comment je veux dire inné entre guillemets. Oui, bien sûr. Voilà, et mais c'est surtout aussi il y a aussi un côté où ça prend du temps. Quand tu es une microbrasserie et que tu charrettes sur tes cycles en fermentation et que tu es surtout en flux tendu, tu remets souvent à plus tard l'essai d'une pils parce que ça va te prendre 4 à 5 semaines et que ça va t'immobiliser un fermenteur plus longtemps que prévu et que tu as besoin de ce fermenteur là pour faire d'autres choses parce que t'es déjà en stock, t'es déjà en rupture de stock sur certaines. Et quand t'es une microbrasserie, après ça dépend de la taille de la micro, mais surtout quand tu te lances, tu peux pas beaucoup te permettre d'être en rupture de stock constamment. Voilà. Donc c'est aussi, je pense qu'il y a aussi ce truc-là. Moi là, j'ai fait mon Imperial Pilsner, je l'ai brassé au moment du confinement. Je me suis dit, de toute manière, là, on a du temps, je vais pas vendre tout de suite. Et voilà, du coup, ça a fermenté tranquille, je me suis amusé là-dessus, et puis voilà. Et je trouvais ça chouette aussi de les mettre dans des barriques de champagne, donc voilà, ça sortira plus tard. En tout cas, sur le papier, ça a l'air bien sympa. Ouais, ça va être je pense que ça va être très simple, donc il faudra pas s'attendre à
un truc explosif, extraordinaire. Non, tant que c'est simple, si c'est bon, il n'y a pas de problème. Hein. Bah ouais, tant que c'est bon, ouais, non, c'est ça. Mais t'as raison. Je suis assez content moi de ça. J'aime bien des fois. Puis c'est une espèce de mise en danger, quoi. Donc voilà. J'aime bien ce genre de style, c'est chouette. C'est des styles cool, tranquilles. Voilà. Dans tout ce que tu as produit, est-ce que tu as une petite préférence pour une bière de ta création? Ah, de quoi? De tout depuis 10 ans ou là On va faire les deux, de ce que tu as fait chez Senses déjà. Ce que j'ai fait chez Senses, je suis assez content. J'ai rencontré le gars ça vaut ce que ça vaut, hein, mais j'ai rencontré le maître brasseur de Camden Town qui est passé à la brasserie et qui a goûté la stout, qui a dit bah ça c'est peintable à Londres. Bah, j'étais content de me dire que ma stout c'est peintable à Londres, quoi. Donc ça c'est valorisant, donc ça c'est très cool. Je pense que ouais, je suis content de tout ce que j'ai sorti. Il y a peut-être des versions, les premières versions demandent à être améliorées parce qu'il y a beaucoup encore de bières que je vends où c'est le premier batch. Donc on va s'améliorer, mais j'ai pas trop de, c'est pas grave, j'ai pas de regrets, c'est bien. La double IPA est bien. Après la saison du Bosquet, je trouve ça chouette. L'histoire de la saison du Bosquet, je trouve ça vraiment bien. Et puis une des bières que j'ai apprécié faire, il y en a des délirantes. Hein. Il y a collab quand j'étais au BBP avec Kyoto Brewing. Mais l'histoire est déglingos. On avait ramené du miel de Belgique dans nos valises. Sauf que moi, avec ma tronche, effectivement, la douane, ça a pas loupé. Et du coup, ils voient un bidon de 10 kilos de miel dans ma valise. Ouais, j'ai commencé à suer un bon coup. Et donc là, c'était une double belge avec du miel et de la pâte miso. Donc ça, c'était vraiment chouette, le côté umami salé sur une base de brune, mais une double belge. C'était vraiment chouette. Et puis sinon, à BFM, on avait le droit de temps en temps de créer une bière. Une bière anniversaire, et c'était pour les 16 ans de la BFM, c'était la 4x4, donc pour le 16e anniversaire de la brasserie. Et j'avais fait une session à, je sais plus si c'est 3.5 ou 4.2, quelque chose comme ça. Et avec du Simcoe, alerte au blanc, quelque chose comme ça. Et je trouvais ça très précis, je trouvais ça vraiment cool. Elle a peut-être pas eu elle a pas eu l'accueil qu'on aurait, enfin, ou que j'aurais espéré, mais j'étais content de moi. Et il y a un ancien de chez, c'est drôle, un ancien de chez Chouf est venu une fois me rendre visite à la BFM et il m'a dit que sur certains points de vue, ça pouvait ressembler à une petite Orval. C'est pareil, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est cool de se dire que des gens qui n'ont pas d'a priori sur une bière vont te dire hey, ou vont avoir une référence qui n'est pas dégueu. Oui, en plus. Surtout, ouais. Du coup, c'est chouette. Après, voilà, ouais, c'est cool. Ça, c'est ce genre de petits trucs, mais donc du coup, tu vois l'idée, tu vois une session avec Simcoe alerte au blanc, c'est des trucs qui sont très floral, fruités, mais très légers, précis. Pareil, après des trucs un peu plus extravagants avec du miel et puis de la pâte miso, ça c'était vraiment fandard parce que on était dans une plus vieille fabrique de pâte miso de Kyoto. Et on a goûté comme ça, mais la pâte miso comme ça, j'allais dire brute, c'est très salé, c'est très puissant. Et ça fait un peu bouillon de légumes comme ça. C'était vraiment intéressant en termes de recherche gustative, pâte miso, miel sur une bière avec des maltes légèrement torréfiés, caramélisés. C'était vraiment cool. Voilà. C'est pas mal. Ouais, non, c'est clair.
Et dit comme ça a l'air sympa. Moi, ça attise ma curiosité. Mais... Il y en a, je pense j'imagine que ça n'existe plus. Ouais. Je pense qu'il y en a plus. Ici, au Shed, c'est quoi les bières qui coulent les plus à flot des tireuses? Qu'est-ce qui se boit le plus? Alors, étrangement, sans étrangeté, c'est la double IPA, la Juicy IPA. Ouais. Ouais, donc on reste quand même dans les styles, on va dire, à la mode du moment, quoi. Ouais, mais on a peut-être l'impression que le Rémois boit surtout des bières industrielles ou n'était pas encore trop initié aux bières houblonnées. Je trouve ça cool. Donc ouais, mes 4 plus gros volumes, c'est ça, c'est la double blanche hybride, donc c'est Hefeweizen et une Wheat Ale à 7,5, c'est la Supra Elsa, la Ja, qui est la Juicy Hen Hoppy, qui est une Juicy IPA, la Coco Katana, qui est la DIPA, et quoi d'autre qui coule le plus, la Longboard, ma blonde de base, la première bière que j'ai faite, West Coast Pale Ale, agrumes résineux, 6% maltais, bisous. Autoroute. Super, je sais pas si tu as des choses à rajouter, parce que sinon après moi j'ai la petite question habituelle des fins de podcast, mais d'accord. Est-ce que tu as des choses que tu aimerais aborder? Je sais pas, non, c'est cool. Favoriser les brasseries indépendantes, ça c'est hyper important. J'ai envie que les gens sachent faire la différence entre une brasserie artisanale et une brasserie indépendante, parce que toutes les brasseries artisanales ne sont pas indépendantes. Voilà, ça me... Selon toi, on peut encore être considéré comme artisanal si on n'est plus indépendant? Parce que pour moi, on peut avoir une brasserie qui est industrielle et indépendante, qui arrive à un niveau d'industrialisation. Ouais, ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce que l'industriel, c'est le côté de volume. Pour le coup, tu vois, reste indépendant dans le sens où t'as pas de gros groupe qui est derrière. Pourtant, ils font des volumes monstrueux. Ouais. Et dans l'autre sens, tu vois, pour toi, c'est possible d'être artisanal sans être indépendant? Ouais. C'est pas plus on va dire, non, du grimage, quoi. On est faussement artisanal dans ce cas-là, non? Oui, parce que en fait, pour moi, l'artisanat, c'est entre guillemets une philosophie. T'es artisan, voilà, c'est une passion. Donc voilà, il y a de la créativité, il y a de la recherche, il y a voilà, mais c'est surtout que c'est tes billes, quoi. Il faut que tu te lèves le matin et voilà, quoi. C'est pas que tu joues ta vie, mais voilà, tu t'as monté un projet. Là, c'est un projet familial, donc voilà, globalement, moi, si le projet il se plante, je mets en péril un peu les finances familiales, quoi. Donc il y a quelque chose de... Mais c'est juste que aujourd'hui, l'artisanat et tout le monde se dit artisanal. Les multinationales ont racheté des brasseries artisanales pour avoir dans leur portefeuille des marques justement entre guillemets artisanales, parce que justement tout le monde pense que ils sont artisans, il y a de la créativité, ils ont un peu ils ont ça dans leur ADN, hein, alors que non, pas du tout. Si tu as une autre brasserie ou un distributeur ou quelqu'un du monde de la boisson qui intègre ton capital, t'es plus indépendant. Et donc voilà, pour moi c'est important. Alors ça peut être une bataille désabusée, et puis voilà, mais moi là je trouve ça important que voilà, aujourd'hui, surtout avec la Covid, que les bars ferment ou qu'il y a des voilà, nous on joue notre survie constamment, donc voilà, j'ai rien contre le fait que tu aies des brasseries qui soient pas indépendantes, juste que ça soit dit. Est-ce que d'ailleurs tu as une astuce pour qu'on reconnaisse facilement, qu'on puisse voir qu'une brasserie n'est pas réellement indépendante? Non, t'en as pas. Il y a rien qui le... T'as rien, sauf si tu vas dans les statuts et que tu vois ce qu'il y a derrière, quoi. Et encore, c'est impossible. Ça, c'est hyper important pour moi. C'est plus important que les Gypsy Brewers ou que autres. Parce que de toute manière, des Gypsy,
c'est cool aussi qu'il y a des gens qui arrivent dans le monde de la bière pour essayer de faire leur place ou qui essayent de créer des trucs. Alors peut-être qu'ils n'ont pas encore leur matériel, peut-être qu'ils vont l'avoir plus tard, peut-être que c'est juste une phase de lancement, peut-être que plein de choses. Nous, on va pas faire non plus la langue de bois, hein. Des personnes qui arrivent et qui nous demandent de brasser pour eux, nous, ça nous fait aussi une rentrée d'argent et c'est pas négligeable. Donc voilà, non, le plus important c'est est-ce que l'indépendance du projet quoi. C'est dans les tripes quoi. Du coup, si un de mes auditeurs veut boire de la Sensiz, brasserie indépendante rémoise, alors s'il est du coin forcément il va venir au Shed. Ouais. Là il aura à foison de bière en pression. C'est ça, la maison mère, tout ça. Voilà. De la vente à emporter aussi. De la vente à emporter, oui, tout. Ouais, nous on est bien. Ici c'est la maison, comme à la maison. Et si on n'est pas du secteur, où est-ce qu'on peut te trouver harcelez vos caves, harcelez vos bars pour remonter le message aux distributeurs. Lille, Arras, je suis pour le coup, l'Abbaye des Saveurs fait un taf monumental, ça c'est vraiment cool. Ça c'est chouette. Donc il y a plus les bars à bière justement, hein, pareil, on parle d'indépendance. Les bars qui peuvent se permettre de choisir eux-mêmes leur bière et pas être imposés par des grands brasseurs. Je pense qu'à un moment donné, peut-être que j'accéderai à ces bars-là. Et non, sinon, puis après, il y a la vente en ligne. On fait pas mal de trucs en box, anti-choc et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est bien protégé. Hein. Le carton, je l'ai reçu. Je pense que tu dois pas avoir un gros taux de casse. Non, je pense pas. Non, c'est bien, c'est cool. Puis après, Sensiz, c'est tout petit. Donc peut-être qu'un jour, voilà. Moi, mes idoles, c'est Aurélien de la débauche. Fait que, moi, vas-y, quoi. On verra. On va titiller la débauche demain les titis. Mais non, c'est cool. On verra bien. Donc du coup, en attendant, si on n'est pas sur Reims, si on n'est pas sur Lille ou Arras, j'ai vu que sur Rouen aussi. Sur Rouen, Underdogs, ouais, c'est en train de se développer, c'est cool. Voilà. Et donc sinon, c'est sur le site internet, un petit pack, on peut acheter des bières directement ou alors acheter des box. Ouais, c'est ça, t'as les box aussi, d'abonnement, c'est ça, tous les 2 mois, t'as 12 bières. Okay. Donc t'as des fois plusieurs bouteilles d'une même bière dans la box du mois. En revanche, tu auras des exclusivités, donc les collabs, des bières, par exemple là on a mis l'Imago aussi, là, une espèce de double dry hop PLL de sport. D'accord. Donc avec la collab de sport, exactement, la Iku, il y aura, ouais c'est ça. Et puis, mais donc on s'est donné comme règle que chaque box, toutes les box seront différentes, c'est ça le truc. Mais vous pourrez redéguster une bière que vous avez dans la box. C'est ça le truc qu'on a fait. Ok, super. Bon, du coup, en espérant pouvoir te retrouver dans des caves un peu partout en France prochainement quand même. Bah ouais. Ça serait cool. Dans des bars aussi. Hein. Il y a des bars aussi. Quand ils iront mieux, quand ils pourront rouvrir. Hein. Ça va. Ouais, ça va. C'est pas rigolo, mais c'est pas ouf. Voilà. Merci beaucoup pour ton accueil en tout cas. Yes. C'était super. Cool. J'ai beaucoup apprécié l'endroit, la brasserie, les bières, tout est top. J'ai bien mangé. Je suis ravi. J'ai bien bu. Je suis ravi. Vraiment sympa. Merci, c'est ce qu'on voulait faire et puis c'est chouette. Si vous passez par Reims, venez au Shed. Clairement. On vous accueillera avec beaucoup de sympathie et des bonnes bières. Et je vous dis moi à bientôt pour un prochain épisode du podcast et je te remercie encore une fois pour l'accueil et moi je repasserai aussi certainement. Yes, à bientôt. Salut. Ciao.